Prorogation de l'état de siège, le Sénat vient d'adopter en seconde lecture ce projet de loi pour une durée de 15 jours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Entre-temps, en Ituri, dans le territoire d'Irumu, le calme est revenu grâce aux efforts des forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans cette région dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Dénonciation calomnieuse et imputation dommageable, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, a traduit les députés provinciaux Magloire Kabemba en justice. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Prorogation de l'état de siège. Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture ce projet de loi pour une durée de 15 jours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours de la plénière présidée par Modeste Bati, président de la Chambre haute du Parlement. Ce vote en seconde lecture du projet de loi portant prorogation pour une durée de 15 jours de l'état de siège dans les provinces du Nord et de l'Ituri est intervenu après l'intervention du ministre d'État en charge du développement rural et membre de la commission des lois du gouvernement qu'il a présenté aux sénateurs. Cette loi va permettre au chef de l'État de proroger pour une deuxième fois l'état de siège dans ce coin du territoire national afin d'éradiquer l'insécurité qui y règne à Maître depuis plusieurs années. François Robota a indiqué que le projet de loi portant modalité d'application de cet état de siège est déjà déposé à l'Assemblée nationale. Le président du Sénat, Modeste Bati, a promis d'entrer en contact avec le bureau de l'Assemblée nationale pour que la loi portant habilitation déjà votée au Sénat soit également votée à la Chambre basse. J'ai noté des interventions des honorables sénateurs qu'ils ont rappelé avec pertinence les dispositions de la Constitution qui confèrent aux deux chambres le droit d'initiative, sauf lorsqu'il s'agit de la loi des finances et lorsqu'il s'agit de la motion de censure ou de défiance. Et bien, pour toutes les autres matières, une des chambres peut prendre en examen le texte et l'envoyer dans l'autre, et c'est vice-versa. Donc il n'y a pas de raison pour que la loi d'habilitation soit bloquée à l'Assemblée nationale. Cette dernière permettra au président de la République de légiférer par ordonnance-loi chaque fois que besoin il y a, sans passer par le Parlement qui s'apprête d'ailleurs à clôturer la session ordinaire de mars. Il faut également noter que la plénière a examiné ces projets de loi portant ratification de l'aviation civile présentés par le ministre des Transports et Voies de Communication et des Enclavements, Chéribin Okende. Une fois votées, ces lois permettront à la République démocratique du Congo de sortir de l'enclavement et isolement aérien et surtout de la liste noire de l'Union européenne dans les secteurs aériens. État de siège en Ituri, on en parle encore dans cette édition. Les forces armées de la RDC ont réussi à pacifier les territoires d'Irumu grâce aux efforts visant à rétablir la sécurité telle que voulue par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix Tshisekedi. Plusieurs habitants qui avaient quitté ces territoires commencent à regagner leurs villages respectifs. Regardez. Irumu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, reprend peu à peu son cours normal. Les habitants qui avaient déserté ces territoires commencent à regagner leur village. Ces retours interviennent 2 semaines après le lancement du message de paix du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni. Les travaux d'assainissement entre l'armée, la police ainsi que la population sont observés depuis le 19 juin 2021. L'un de ses habitants dit être rassuré de la sécurité restaurée par les forces de défense et de sécurité dans la région où les relations civilo-militaires sont au beau fixe. Nous remercions beaucoup nos autorités militaires et policières pour notre sécurisation ici à Irumu. Cette sécurité nous permet d'assainir l'environnement de notre milieu à Irumu. Notre souhait est que d'autres personnes qui ne sont pas avec nous puissent revenir afin de voir comment nous évoluons ici. Nous sommes déjà nombreux, environ 70 personnes à Irumu Centre.
Nous exhortons nos autorités à poursuivre leur mission de la sécurisation de la population pour permettre les retours des autres. Les commissaires territoriaux de la PNC Iroumou, les commissaires supérieurs Makanga Philippe circonscrit le sens de cette initiative lève du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Dans la police de proximité, c'est ainsi que nous nous avons joint à cette population pour pouvoir exercer cet exercice de Salongo et redonner aussi l'image à ceux qui ne veulent pas rentrer qu'il y a la paix. L'autorité a déjà instauré la paix et la population devrait rentrer dans leur milieu d'origine. Signalons que des mouvements de retour de la population ne cessent d'être enregistrés sur la RN27 et la RN4, résultat de la mise en place de l'état de siège institué par le chef de l'État. En justice, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, a déposé une plainte au parquet général de la Gombe contre les députés provinciales Magloire Kabemba pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Godin Poyi voudrait par cette plainte que son honneur soit lavé. Face à ce que Maître Célestin Koutenalo, avocat du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, qualifie de dénonciation calomnieuse et imputation dommageable, Godin Poyi a profité de l'occasion pour saisir la justice congolaise en déposant une plainte contre les députés provinciaux Magloire Kabemba. Par ses propos, député, lors de l'audience qui lui avait été accordée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, monsieur le député Magloire Kabemba, a dit que c'est de manière unilatérale que mon client a décidé de la suspension de la session plénière en cours. Donc cela frise quand même le bon sens. Donc ce qui sous-entend qu'il est en train de traiter mon client de menteur en d'autres termes, oubliant que mon client c'est un collaborateur scientifique à l'université de Liège. C'est un membre de l'alumni de l'université d'Avar. C'est le président du Haut Conseil des Églises de Réveil au Congo. C'est un professeur d'université. Comment on peut jeter aussi l'opprobre à mon client jusqu'à ce niveau-là? Un homme d'État, Godin Poyi voudrait que justice soit faite et que la lumière éclate au grand jour, car selon lui, la décision de la suspension des activités de la plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne relève pas de sa propre initiative, mais celle de la conférence des présidents conformément aux mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, interdisant les réunions de plus de 20 personnes dans le seul but de réduire les taux de contamination dus à la pandémie coronavirus. À la Société nationale d'électricité SA, le conseil d'administration, par le biais de son président, André-Alain Atundou-Liongo, déplore l'intrusion de l'inspection générale des finances dans la gestion courante de l'entreprise, avec conséquence un dysfonctionnement qui a paralysé le mécanisme de gestion établi. Il a déclaré le week-end devant la presse au siège du conseil d'administration de cette société. Au regard de la nature de la mission de l'inspection générale des finances, celle-ci ne doit pas s'impliquer dans la gestion courante, mais seulement constater, attirer l'attention et préconiser quelques propositions. Plusieurs cas sont à déplorer, notamment le paiement tardif des salaires et des cotisations syndicales à la suite de l'attente de l'autorisation de l'IGF, provoquant un début de grogne sociale au sein de l'entreprise, au point que les syndicats ont envisagé des actions de protestation, alors que l'IGF minimise avec arrogance l'importance du climat social de l'entreprise dans le processus de réalisation des performances. Le gel des dépenses liées à l'exploitation courante de la société, à la maintenance des équipements et à la réalisation des projets avec pour conséquences préjudiciables la non-réalisation dans le délai des engagements vis-à-vis des tiers, comme le dépôt avant le 30 juin des états financiers au risque d'écoper d'une amende estimée en millions de dollars, l'arrêt de l'exécution de certains projets stratégiques, le manque d'approvisionnement d'intrants indispensables
au fonctionnement de certaines centrales hydroélectriques, au regard de ce constat, il est raisonnable de conclure et de penser que de ce fait, l'équipe IGF co-gère la société avec les responsables attitrés. Situation paradoxale où le contrôleur devient juge et partie, comprenne qui pourra. Il se pose alors en toute logique la question de la force contraignante et de la légalité des décisions de l'IGF au regard des textes légaux, réglementaires et de l'OHADA, notamment vis-à-vis des mandataires, et surtout leur place dans la hiérarchie des dispositions légales. Et de son côté, le directeur général de l'Office de gestion fret multimodal, Patient Saïba, a conduit une délégation au Kenya pour l'implantation de l'accord bilatéral sur la gestion du fret maritime signé le 21 avril dernier entre la République démocratique du Congo et la République du Kenya. Plusieurs contrats ont été signés pour sceller ce partenariat durable pour la facilitation de transport. Désormais, les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo vont bénéficier de plus d'avantages au Kenya, où transitent nombreux de leurs marchandises. Grâce à leur conseil, l'Office de gestion multimodale, ces chargeurs congolais peuvent faire des économies sur le coût de leur fret, le délai des franchises allant jusqu'à 30 jours. Spécifiquement pour les pétroliers, ils achèteront le produit à Eldoret-Ville, situé à 317 km de Nairobi, venant de la République démocratique du Congo au même prix. Une conséquence logique de l'accord bipartite signé en avril dernier entre les deux chefs d'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Kenya, Uhuru Kenyatta. Sur invitation des autorités kenyanes, le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba Ntambwe, a conduit une importante délégation pour l'opérationnalisation de cet accord. D'abord, les entretiens avec la Kenyan Maritime Authority, partie de l'accord d'avril dernier, pour un plan de mise en œuvre. Ensuite, la Banderie Maritime Academy, qui forme le marin et autres spécialistes des opérations partenaires. La Kenyan Port Authority, que gère les ports de Mombasa et le développement du port en eau profonde de l'Amon. Des expériences que Patient Saïba Ntambwe s'est capitalisé pour le commerce en République démocratique du Congo. Le Navasha Inland Container Port, à 96 km de Nairobi, peut bien être transposé au port sec de Kasumbalesa pour une gestion efficace du trafic. C'est donc une zone spéciale économique où quelques hectares sont réservés en destination de la République démocratique du Congo. La protection de veuves et orphelins préoccupe le monde entier. À Kinshasa, l'ONG Action Plus en fait aussi son cheval de bataille en vue de promouvoir leurs droits dans la société congolaise. Action Plus est une ONG congolaise de droits aux personnes vulnérables créée en 2021 avec comme mission principale de venir en aide financièrement, matériellement et moralement aux veuves et aux orphelins. À sa sortie officielle, organisée dimanche à Kinshasa, la capitale, après 6 mois d'existence et sa descente sur les terrains avec des moyens personnels, sa présidente Maggie Dorcas Ndumbe Muteba a lancé un plaidoyer aux personnes de bonne volonté, de prêter main forte à l'ONG pour le bien-être de personnes vulnérables. Nous voulons aujourd'hui que l'opinion nationale qu'internationale puisse savoir de quoi où nous sommes en train de travailler. Donc, nous travaillons sur quoi dans l'ONG Action Plus. Nous sommes là, c'est pour toute une république. Mais pour le moment, faute des moyens, nous sommes là d'abord ici dans notre ville de Kinshasa. Mais les jours qui viennent, on va aller partout. En fait, financièrement, nous avons des difficultés. Nous n'avons pas vraiment assez de partenaires. Donc, nous demandons aux partenaires, aux gens de bonne foi, de venir nous soutenir, de venir aider l'ONG. Pas aider moi, en fait, mais aider les personnes vulnérables, les femmes même qui souffrent. Vous êtes là, vous mangez, vous prenez du thé les matins. Il y a des femmes, il y a des orphelins qui manquent même de pain de 200 francs les matins. Donc, venez soutenir l'ONG Action Plus. J'ai dit toujours, il n'y a pas un petit partenaire ou un grand partenaire. Donc, venez avec tout ce que vous avez. Ça va toujours aider l'ONG Action Plus. Les politiciens, venez. L'ONG, c'est apolitique. Venez. Contactez-nous, l'ONG a un siège, c'est sur Avenue Manzanza numéro 7 dans la commune de Kimbanseke, quartier Mikondo. Femme de foi, Marie Dorcas Ndumba se veut ainsi engagée pour faire entendre la voix de la femme après les décès de son mari et les enfants après les décès de leur père.
Vulgarisation de l'opération Kinshasa-Bopeto à travers la commune de Maluku, la participation de la jeunesse de cette partie de la capitale ainsi que de leur bourgmestre aux travaux d'intérêt général traduisent leur ferme volonté pour la réussite du programme phare du gouverneur Jean-Tini Ngobila. L'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, à l'appropriation des Kinshasa-Bopeto a trouvé un écho favorable dans la commune de Maluku. Le week-end dernier, le bourgmestre de cette commune, Jacques Epiana, a disponibilisé les moyens logistiques, question de permettre sa vision Maluku et Nginga d'être aussi effective. En compagnie des habitants de Maluku, ils ont effectué les travaux d'assainissement des grandes artères de ce coin de la capitale. Nous sommes dans les quartiers Mas. Cet espace nous a beaucoup inquiétés. La présence de notre bourgmestre prouve combien nos doléances ont été prises en compte. Nous comprenons aussi que les mots d'ordre du gouverneur est suivi à la loupe. Pour embellir leur environnement, Maluku est aussi décoré en rouge-blanc par ces jeunes, comme dans plusieurs juridictions de la ville. Pour une énième fois, la cérémonie de remise et reprise au cadastre minier a été reportée à une date ultérieure, le 2 juillet cette fois. Les temps, on l'espère, pour le Premier ministre Sama Lukonde de tirer au clair cette affaire. Dans un communiqué rendu public daté du 16 juin dernier, le CAMI renvoie cette activité au 2 juillet prochain. L'exécution tardive de l'ordonnance de nomination des mandataires au cadastre minier prise le 27 décembre 2018 par le président Joseph Kabila crée à ce jour un malaise au sein de ce service du ministère des Mines. Cela a un impact sur le fonctionnement de ce service public au détriment de l'économie nationale. Ce deuxième report a déclenché des déclarations enflammées et des commentaires divers dans les médias audiovisuels et en ligne ainsi que dans les réseaux sociaux. Il fait suite à la controverse suscitée par l'exécution tardive, incomplète et sélective d'une ordonnance de nomination de mandataires au cadastre minier prise le 27 décembre 2018 par le président Joseph Kabila, publiée maladroitement le 15 janvier 2019 dans un numéro spécial du journal officiel et à la surprise générale, demeure introuvable jusqu'à ce jour dans les archives du cabinet du ministre des Mines ou du cabinet du chef de l'État, indique le même communiqué. Après sa nomination, l'actuel ministre des Mines a été également saisi pour l'exécution du même dossier. Seulement, il faudra maîtriser les tenants et les aboutissants dans un dossier qui suscite des controverses. Le Premier ministre, entre-temps, a ordonné le report de cette remise et reprise au 2 juillet prochain. Dans le Lolaba, la société civile est montée au créneau au cours d'un point de presse pour fustiger la mauvaise politique de l'artisanat minier et elle plaide auprès du gouvernement central de mettre en place des mécanismes qui feront profiter aux Congolais qui travaillent dans ces gisements. Comprendre et agir dans les secteurs miniers, industriels et artisanaux. Casemia, cette plateforme des organisations de la société civile qui milite pour la gestion efficiente des mines, plaide pour un artisanat minier qui bénéficie aux filles et fils de la République démocratique du Congo. C'est au cours d'un point de presse organisé en présence de plusieurs acteurs œuvrant dans ces domaines des mines. Shadrach Moukadi, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Congo, a profité de rappeler le rapport intitulé « Voilà pourquoi on meurt » de l'ONG Amnesty International qui explique la mauvaise manière avec laquelle est exploité les cobaltes, avec la présence des enfants et même des femmes enceintes dans les gisements. Les signataires du présent communiqué de presse appellent le chef de l'État et le Premier ministre à s'investir pour sauver les cobaltes de la RDC et assurer l'émergence des exploitants miniers artisanaux. Au milieu de l'année 2019, la province du Lualaba a connu un événement sans précédent qui est l'éboulement dans la mine de Cove, ayant englouti des centaines de jeunes gens introduits clandestinement ou avec l'autorisation des gardes industriels à la recherche du minerai de cobalt. Les organisateurs de ces points de presse n'ont pas seulement déploré des déviations constatées, mais ils ont aussi mis quelques propositions à la table des décideurs. Au gouvernement congolais de poser des actes concrets prouvant son attachement aux objectifs de l'entreprise générale du cobalt en facilitant et accompagnant ses efforts de se déployer sur les sites miniers artisanaux. À la GECAMINE d'appuyer l'entreprise générale du cobalt par l'octroi des espaces à ériger en zone
d'exploitation artisanale. À l'entreprise générale d'Icobalt de poursuivre un dialogue franc et sincère avec les différents exploitants miniers artisanaux réunis au sein des coopératives minières. Notons qu'il est important d'améliorer les secteurs de l'artisanat minier car des milliers de vies et familles en dépendent. En santé, un centre moderne a été construit par la commune de Fungurume. La société civile et la population du Lualaba ont salué ce projet chapeauté par le bourgmestre de la commune qui agit, dit-il, dans la vision du président de la République. Ce genre d'exercice, le bourgmestre de la commune de Fungurume s'y habitue depuis qu'il dirige cette commune rurale. Cette fois-ci, il pose la première pierre pour la construction d'un centre de santé moderne au quartier Mwelela, bloc Manumapia, dans la périphérie de Fungurume, pour soulager la population aux besoins criants d'une infrastructure sanitaire digne de nom. Ce projet se concrétise grâce à la collaboration avec la population par l'entremise de la société civile. Comme vous savez, quand nous sommes en train d'élaborer le budget de la commune de Fungurume, nous nous mettons ensemble avec la communauté à travers la société civile et d'autres représentants. C'était à cette occasion-là qu'on avait placé d'ériger ce centre de santé ici à Manumapia. Et le choix était venu de tout le monde. Et comme vous savez, le processus au niveau de l'ARM, pour qu'on nous donne le cutus pour commencer les travaux, ça prend 3-4 mois. Donc cela nous a pris beaucoup de temps, mais voilà qu'on nous a autorisé maintenant. Et nous venons de commencer les travaux. Le bourgmestre de Fungurume a également visité les travaux de construction du bâtiment administratif des services étatiques financé à 100% par la commune. Nous sommes en train de répondre à l'appel du chef de l'État. Et ici, vous êtes en train de voir qu'il y a un bâtiment. Il y a à peine 6 mois. Et je crois que si tout va bien, dans 2 semaines, nous serons à même de pouvoir inaugurer ce bâtiment. Il a également inspecté les travaux de construction du deuxième bâtiment administratif des services de l'État qui sont à 90%. En sport, le stade Lumumba de Matadi est compté parmi les infrastructures sportives à achever dans la dynamique d'un plan B au stade de Martyrs pour les compétitions à venir. Le ministre des Sports et des Loisirs, Serge Nkonde, a fait part du choix de cette infrastructure au gouverneur du Congo central avec qui il a échangé ici à Kinshasa. Avec le projet pour les rendre. C'est pourquoi nous avons pensé au stade Lumumba. Reçu par le ministre des Sports et Loisirs Serge Nkonde, le gouverneur du Congo central, Atuma Tubwana, avec son ministre des Sports, ont été mis au parfum du choix porté sur le stade Lumumba de Matadi parmi ceux qui doivent servir d'alternative lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministère national a pensé qu'il faut avoir plusieurs plans par rapport aux travaux qui vont s'exécuter ici au stade de Martyrs. Et que parmi les stades qui rentrent dans le plan B, il y a le stade Lumumba qui est retenu. Et le ministre a voulu savoir à quel niveau nous sommes, niveau des travaux nous sommes aujourd'hui. À ce jour, ce stade de Matadi demeure encore un chantier d'où une évaluation s'impose avant d'entamer les travaux pour finalement l'achever. Il y a une commission des experts qui va descendre au Congo central, qui va travailler avec notre ministère provincial des Sports. C'est pour ça que je me suis fait accompagner du ministre des Sports pour voir comment est-ce que nous allons harmoniser les choses. Le choix porté sur le stade Lumumba est donc une bonne nouvelle pour la province du Congo central qui se voit offrir l'occasion d'achever cette infrastructure à la grande satisfaction de la population locale. Et nous sommes très contents de voir que finalement le gouvernement de la République vient en rescousse, en appui à ce que la province a déjà commencé à faire pour construire et parachever les travaux du stade Lumumba à Matadi. La dynamique des travaux sera bientôt entamée d'abord avec le stade de Martyrs, dont les travaux de réhabilitation interviennent d'ici peu. Place au rappel des titres. Prorogation de l'état de siège. Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture ce projet de loi pour une durée de 15 jours dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.
Entre-temps, en Ituri, dans le territoire d'Irumu, le calme est revenu grâce aux efforts des forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans cette région dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Dénonciation calomnieuse et imputation dommageable, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, a traduit les députés provinciaux Magloire Kabemba en justice. C'en est fini avec ce journal. Merci de votre attention soutenue. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.